Avril 1948, quelque part en Bourgogne. Georg Müller tient dans ses mains tremblantes une feuille de papier officielle. Les mots dansent devant ses yeux. Ordre de rapatriement. Dans 3 semaines, il montera dans un train qui le ramènera en Allemagne. En Allemagne, ce pays qu'il a quitté il y a 6 ans comme soldat de la Wehrmacht, ce pays qui n'existe peut-être plus sous la forme qu'il a connue. Il lève les yeux vers les champs qui s'étendent devant lui, verts et prometteurs sous le soleil printanier. Derrière lui, la ferme des Rousseau, cette maison en pierre où il a passé les 3 dernières années. Dans la cuisine, il entend Marie qui prépare le déjeuner, le bruit familier des casseroles, sa voix qui fredonne une chanson. Dans la grange, le vieux Rousseau répare le tracteur que Georg a aidé à remettre en état l'été dernier. Georg froisse lentement le papier dans son poing. Une décision impossible se forme dans son esprit. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, si vous appréciez ces récits de la Seconde Guerre mondiale, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Pour comprendre comment Georg en est arrivé là, il faut remonter 4 ans en arrière, à l'été 1944. Georg a 22 ans quand il est capturé par les forces américaines en Normandie, 3 semaines après le débarquement. Il fait partie des centaines de milliers de soldats allemands qui se rendent dans le chaos de la retraite. Épuisé, affamé, terrifié, il s'attend au pire. Les histoires qu'on racontait dans la Wehrmacht sur le traitement des prisonniers étaient terrifiantes. Les premiers mois sont effectivement durs. Les camps de prisonniers improvisés en Normandie, puis le transfert vers l'intérieur de la France. Georg se retrouve dans un camp près de Lyon avec des milliers d'autres prisonniers. Les conditions sont spartiates, la nourriture insuffisante, les baraquements surpeuplés, mais il est vivant. Et surtout, il n'est pas en train de se battre dans les ruines de l'Allemagne que les Alliés sont en train de pulvériser. En 1945, alors que la guerre se termine enfin, la France fait face à un défi colossal. Le pays est dévasté. Des villes entières sont en ruine. Les infrastructures sont détruites. Les ponts, les routes, les voies de ferrée, tout doit être reconstruit. Et la France manque cruellement de main-d'œuvre. Des centaines de milliers d'hommes sont morts pendant la guerre. D'autres sont encore prisonniers en Allemagne. D'autres rentrent brisés, incapables de travailler. C'est alors que le gouvernement français prend une décision pragmatique, controversée, mais nécessaire. Les prisonniers de guerre allemands, près de 740 000 à leur nombre maximum en 1946, seront utilisés pour la reconstruction. Pas comme esclaves, officiellement du moins, mais comme travailleurs. La Convention de Genève autorise l'emploi des prisonniers de guerre tant qu'ils sont traités humainement et payés pour leur travail. Georg fait partie d'un groupe de prisonniers assignés au travail agricole. À l'automne 1945, il est envoyé dans une ferme de Bourgogne, chez la famille Rousseau. C'est un moment de terreur pour lui. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Les fermiers français vont-ils le traiter comme un esclave, comme l'ennemi qui a occupé leur pays pendant 4 ans? Va-t-il survivre à cet hiver? Le premier jour à la ferme reste gravé dans sa mémoire. Pierre Rousseau, un homme de 55 ans au visage buriné par des années de travail au champ, l'examine en silence. Sa femme, Marguerite, se tient dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le visage fermé. Leur fille Marie, 19 ans, regarde le jeune Allemand avec une curiosité mêlée de méfiance. Pierre Rousseau parle enfin. Son allemand est rudimentaire, mais compréhensible. Il a été prisonnier lui-même pendant la Première Guerre mondiale. Il sait ce que c'est. Il établit les règles. Georg travaillera dur, il sera traité équitablement, il mangera à la table familiale, il dormira dans la petite chambre au-dessus de la grange. Pas de privilèges, mais pas de cruauté non plus. Georg hoche la tête, incapable de parler, la gorge serrée par un mélange de soulagement et d'incrédulité. Les premières semaines sont étranges, tendues. Georg travaille du lever au coucher du soleil. Il répare les clôtures endommagées, nettoie les étables, aide aux récoltes tardives. Il mange en silence à la table familiale, conscient de chaque regard, de chaque silence lourd de sens. Marguerite lui sert sa part sans un mot, les lèvres pincées. Marie évite son regard, mais petit à petit, quelque chose change. Georg se révèle être un travailleur acharné, compétent, intelligent. Il comprend vite, anticipe les besoins, ne se plaint jamais. Pierre Rousseau, malgré lui, commence à apprécier cette aide inattendue. La ferme avait souffert pendant la guerre. Son fils aîné, Jacques, est mort au combat en 1940. Son fils cadet, Thomas, est revenu de captivité en Allemagne l'année dernière, mais il est parti pour Paris, incapable de supporter la vie à la ferme après ce qu'il a vécu. Un soir de novembre,
Alors qu'une tempête fait rage dehors, Jörg aide Pierre à rentrer les dernières bottes de foin avant que la pluie ne les trempe. Ils travaillent côte à côte dans l'urgence, courant entre le champ et la grange. Quand ils ont fini, trempés et essoufflés, Pierre lui tend une cigarette. Ils fument en silence, regardant la pluie tomber. « Mon fils était prisonnier en Allemagne », dit soudain Pierre en français. Jörg comprend assez pour saisir le sens. Il est revenu, mais pas le même. Jörg ne sait pas quoi répondre. Il pense à ses propres camarades, à ceux qui sont morts, à ceux qui sont peut-être encore prisonniers quelque part en Russie. « Je suis désolé », dit-il finalement en français, les mots maladroits dans sa bouche. Pierre hoche la tête. C'est un début. L'hiver 1945-1946 est rude. La France manque de tout. Le rationnement continue. Le charbon est rare. Mais dans la ferme des Rousseaux, on mange à sa faim, même si les repas sont simples. Jörg partage le quotidien de la famille. Il apprend le français, d'abord par nécessité, puis avec un intérêt croissant. Marie, qui a étudié à l'école jusqu'à 16 ans, devient son professeur improvisé. Elle corrige sa grammaire, lui apprend de nouveaux mots, rit de son accent terrible. Ces moments d'enseignement deviennent des moments de conversation. Marie lui parle de la guerre vue de la ferme, de l'occupation, des soldats allemands qui réquisitionnaient la nourriture, de la peur constante. Jörg écoute, honteux, mais elle ne l'accuse pas personnellement. Elle essaie de comprendre comment un jeune homme ordinaire comme lui a pu se retrouver dans cette machine de guerre. Jörg lui raconte sa propre histoire. Il était apprenti menuisier à Stuttgart. Il a été enrôlé en 1942, à 20 ans. Il ne voulait pas partir. Il avait peur, mais refuser n'était pas une option. Il décrit l'entraînement brutal, la discipline féroce, la propagande incessante. Il parle de la Normandie, du chaos, de la terreur des bombardements alliés, de ses camarades déchiquetés par les obus. « Je ne voulais tuer personne, dit-il un soir, les mots sortant dans un mélange de français et d'allemand. Je voulais juste survivre. » Marie le regarde longtemps. « Mon frère Jacques ne voulait probablement pas tuer non plus, » dit-elle doucement, « mais il est mort quand même. » Le silence qui suit n'est pas hostile. C'est un silence de compréhension, de la tragédie partagée d'une génération sacrifiée. Au printemps 1946, Jörg est officiellement un travailleur prisonnier de guerre, mais dans les faits, il est devenu une partie intégrante de la ferme. Il connaît chaque champ, chaque animal, chaque outil. Il a réparé le toit de la grange, reconstruit le poulailler détruit par une tempête, remis en état le vieux tracteur que Pierre pensait irrécupérable. Marguerite elle-même a adouci son attitude. Elle le remarque un dimanche matin alors qu'elle revient de la messe. Jörg, qui ne va pas à l'église, a profité de leur absence pour nettoyer toute la cuisine, préparer du bois pour la semaine et même cueillir les premières taules fraises du jardin qu'il a disposées dans un bol sur la table. C'est un geste simple, mais il touche quelque chose en elle. Ce jeune homme essaie si fort de se faire pardonner pour une guerre qu'il n'a pas choisie. L'été 1946 apporte un autre changement. Le village organise une fête pour célébrer la reconstruction du pont détruit pendant la guerre. C'est la première vraie fête depuis la libération. Il y a de la musique, de la danse, du vin. Jörg reste à l'écart, conscient qu'il n'est pas le bienvenu dans ces célébrations françaises. Mais Marie vient le chercher. « Viens danser », dit-elle. « Tu fais partie du village maintenant. »« Je ne crois pas que les autres soient d'accord, » répond Jörg, voyant les regards méfiants de certains villageois. « Je m'en fiche, » dit Marie avec une détermination qui le surprend. « Tu as travaillé plus dur que n'importe qui pour reconstruire ce pont. Tu as le droit de célébrer. » Il danse. C'est maladroit. Jörg ne connaît pas les danses françaises, mais Marie le guide. Quelques personnes les regardent avec désapprobation, mais d'autres, ceux qui ont vu Jörg travailler au champ, qui l'ont croisé au village, qui ont entendu parler de son aide à la ferme des Rousseaux, haussent les épaules. La guerre est finie, il faut bien vivre. C'est cette nuit-là, en marchant sous les étoiles pour rentrer à la ferme, que Jörg réalise quelque chose de fondamental. Il ne veut pas rentrer en Allemagne. Cette pensée le frappe avec la force d'une révélation. Ici, dans ce village français, sur cette ferme, il a trouvé quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Un foyer, un but, une paix. Mais ce n'est pas seulement la ferme, c'est Marie. Au cours des mois, ses sentiments pour elle ont évolué de la gratitude à l'amitié, puis à quelque chose de plus profond. Il la regarde maintenant, marchant à côté de lui dans l'obscurité, et il sait qu'il est amoureux. Marie ressent la même chose, bien qu'elle ait lutté contre ses sentiments. Comment peut-elle aimer un Allemand? Un ancien soldat de la Wehrmacht? Que diraient les gens? Que penserait son frère Jacques s'il était encore vivant?
Mais le cœur ne suit pas toujours la logique. Georg n'est pas l'ennemi abstrait de la propagande. C'est un jeune homme doux, travailleur, qui a été emporté par l'histoire comme tant d'autres. Il lit de la poésie le soir, à la lumière d'une bougie. Il sculpte de petites figurines en bois pour les enfants du village. Il pleure parfois la nuit quand il pense à sa propre famille en Allemagne, dont il n'a aucune nouvelle depuis des mois. À l'automne 1946, Georg reçoit enfin une lettre de sa mère. Stuttgart a été massivement bombardée. Leur maison a été détruite. Sa mère vit maintenant dans les ruines, dans une cave aménagée, survivant avec des rations minimales. Son père est mort pendant un bombardement en 1944. Sa sœur a épousé un soldat américain et est partie pour les États-Unis. Sa mère est seule. Georg lit et relit la lettre, déchirée. Sa mère a besoin de lui. Elle le supplie de rentrer dès que possible. Mais rentrer où? Dans une ville en ruine? Dans un pays vaincu, occupé, divisé? Pour faire quoi? Il n'y a pas de travail, pas de nourriture, pas d'avenir. Il montre la lettre à Pierre Rousseau. Le vieil homme lit lentement, son visage grave. « Ta mère a besoin de toi, dit-il finalement. « Je sais, répond Georg, mais je ne peux rien faire pour elle là-bas. Ici, au moins, je travaille. Je peux envoyer de l'argent. Je peux l'aider plus en restant qu'en rentrant. C'est une justification, et ils le savent tous les deux. Mais c'est aussi vrai. Les prisonniers de guerre en France reçoivent un petit salaire pour leur travail. Georg a économisé presque tout. Il peut envoyer cet argent à sa mère, ce qui lui sera plus utile que sa présence dans les ruines de Stuttgart. En 1947, les choses évoluent rapidement. Le gouvernement français annonce que les prisonniers de guerre allemands seront progressivement rapatriés. Les premiers groupes partent au printemps. Georg sait que son tour viendra. Le temps lui est compté. Un soir de mars, il prend son courage à deux mains. Il trouve Marie dans le jardin, où elle plante les premiers légumes de la saison. Il s'agenouille à côté d'elle, ses mains tremblant légèrement. « Marie, commence-t-il en français, les mots soigneusement préparés. Je dois te dire quelque chose. » Elle se tourne vers lui, et il voit dans ses yeux qu'elle sait déjà ce qu'il va dire. « Je t'aime, dit-il simplement. Je sais que c'est compliqué. Je sais que je suis allemand, que j'ai été soldat, que ton frère est mort à cause de la guerre. Mais je t'aime. Et je ne veux pas rentrer en Allemagne. Je veux rester ici, avec toi, si tu veux de moi. » Marie ne répond pas immédiatement. Des larmes coulent sur ses joues, puis elle prend ses mains dans les siennes. « Je t'aime aussi, dit-elle. Et oui, c'est compliqué, mais la guerre est finie. Il faut bien que quelqu'un commence à construire la paix. » Ils s'embrassent là, dans le jardin, au milieu des plants de tomates et des rangs de carottes. C'est un moment de pure joie, mais aussi de peur. Ils savent que le chemin devant eux ne sera pas facile. Annoncer leur relation à Pierre et Marguerite est l'épreuve suivante. Georg s'attend au pire, mais Pierre, après un long silence, hoche simplement la tête. « Je ne peux pas dire que je suis surpris, dit-il. Vous n'étiez pas très subtils, vous deux. » Marguerite est plus difficile à convaincre. Elle pense à Jacques, son fils mort. Elle pense à ce que diront les voisins. Mais elle voit aussi comment Georg regarde sa fille, avec une tendresse et un respect qui ne peuvent pas être feints. Et elle voit le bonheur dans les yeux de Marie, un bonheur qu'elle n'a pas vu depuis des années. « Si tu lui fais du mal, dit-elle finalement à Georg, je te tuerai moi-même. » Georg promet qu'il ne fera jamais de mal à Marie, et il le pense sincèrement. Mais reste le problème pratique. Comment Georg peut-il rester en France? Officiellement, il est un prisonnier de guerre. Il doit être rapatrié avec les autres. Il y a des procédures, des lois, des règlements. Pierre Rousseau, malgré son apparence de fermier simple, s'avère être un homme débrouillard. Il connaît le maire du village, qui connaît le préfet, qui connaît quelqu'un à Paris. Il y a, découvre-t-il, une possibilité. Si un prisonnier de guerre allemand peut prouver qu'il a un emploi garanti en Bisonthauser, France, et s'il est marié à une Française, il peut demander à rester. Georg et Marie décident de se marier, pas seulement pour les papiers, bien qu'ils soient nécessaires, mais parce qu'ils veulent vraiment construire une vie ensemble. Le mariage est célébré en petit comité à la mairie du village en juin 1947. Quelques villageois assistent, ceux qui ont appris à connaître et à respecter Georg. D'autres restent à l'écart, désapprobateurs. Le curé du village refuse d'abord de célébrer une messe de mariage. Un Allemand et une Française? Après ce que l'Allemagne a fait à la France? C'est impensable. Mais Pierre Rousseau, catholique pratiquant et respecté dans la paroisse, intervient. Il parle au curé, lui rappelle les paroles du Christ sur le pardon, sur l'amour qui transcende les frontières. Le curé finit par céder, bien qu'à contre-cœur.
La messe de mariage a lieu un matin tôt, avant que trop de paroissiens n'arrivent. C'est une cérémonie simple, presque furtive, mais elle a lieu. Avec le certificat de mariage et une lettre de Pierre Rousseau garantissant l'emploi de Georg à la ferme, les démarches commencent. C'est un processus long et bureaucratique. Il y a des formulaires à remplir, des entretiens à passer, des autorisations à obtenir. Pendant ce temps, d'autres prisonniers de guerre allemands continuent d'être rapatriés. Georg vit dans l'angoisse constante qu'on vienne le chercher avant que ses papiers ne soient approuvés. C'est en avril 1948 que l'ordre de rapatriement arrive. Georg doit se présenter au centre de regroupement dans 3 semaines pour être transféré en Allemagne. Ses demandes de rester sont toujours en cours d'examen. C'est le moment où nous avons commencé cette histoire, avec Georg tenant ce papier officiel dans ses mains tremblantes. Pierre Rousseau entre en action. Il contacte tous ceux qu'il connaît. Le maire écrit une lettre urgente. Le préfet est sollicité. D'autres fermiers du village, qui ont vu le travail de Georg, signent une pétition. Même quelques anciens résistants, impressionnés par la transformation de cet ancien soldat de la Wehrmacht en membre productif de la communauté, ajoutent leur voix. Les 3 semaines sont une torture. Georg continue de travailler au champ, mais son esprit est ailleurs. Marie est pâle, anxieuse. Il parle de fuir, de se cacher, mais où et pour combien de temps? La veille du jour où Georg doit se présenter au centre de regroupement, un télégramme arrive. Ses demandes ont été approuvées. Georg Müller est autorisé à rester en France en tant que résident permanent, avec droit de travailler. Il ne sera pas rapatrié. Le soulagement est si intense que Georg s'effondre littéralement. Il tombe à genoux dans la cour de la ferme, les épaules secouées de sanglots. Marie s'agenouille à côté de lui, le serrant contre elle. Pierre et Marguerite regardent, eux aussi les yeux humides. Georg n'est pas le seul. Dans ce cas, plusieurs milliers de prisonniers de guerre allemands choisissent de rester en France après la guerre. Certains, comme Georg, ont épousé des Françaises. D'autres ont simplement trouvé du travail et une vie meilleure que ce qui les attendait dans l'Allemagne dévastée. En 1949, quand le dernier groupe de prisonniers est officiellement rapatrié, environ 3000 Allemands restent légalement en France. Pour Georg et Marie, la vie continue. Ils ont leur premier enfant en 1949, une fille qu'ils nomment Hélène. Pierre Rousseau, qui avait perdu un fils à la guerre, retrouve une raison de sourire en tenant sa petite fille dans ses bras. Marguerite, qui avait juré de ne jamais pardonner aux Allemands, fond complètement devant ce bébé qui est à la fois française et allemande, symbole vivant de la réconciliation. Georg continue de travailler à la ferme. Avec le temps, il devient un membre respecté de la communauté. Les gens cessent de le voir comme l'Allemand et commencent à le voir simplement comme Georg, le gendre de Pierre Rousseau, le père d'Hélène, le type qui peut réparer n'importe quel moteur et qui aide toujours ses voisins. Il garde contact avec sa mère en Allemagne. Il lui envoie de l'argent régulièrement. Et en 1952, il peut enfin l'inviter à venir en France pour rencontrer sa belle-fille et sa petite-fille. La visite est émotionnelle. Sa mère pleure en voyant qu'il a survécu, qu'il a construit une vie, qu'il est heureux. « Tu as fait le bon choix, lui dit-elle avant de repartir. Il n'y a rien pour toi en Allemagne maintenant. Ta vie est ici. Georg le sait. La France est devenue son pays. Pas par naissance, mais par choix. Un choix né de circonstances extraordinaires. Certes, mais un choix sincère néanmoins. Dans les années qui suivent, Georg et Marie ont 2 autres enfants. La ferme prospère. Pierre Rousseau vieillit et commence à passer le relais à Georg, qui gère de plus en plus les opérations quotidiennes. En 1958, quand Pierre meurt paisiblement dans son sommeil à 68 ans, c'est Georg qui prend en charge la ferme avec la bénédiction de Marguerite. L'histoire de Georg n'est pas unique, mais elle est significative. Elle représente quelque chose d'important sur la nature du pardon, de la réconciliation et de la capacité humaine à dépasser les horreurs du passé. La Seconde Guerre mondiale a créé des divisions profondes, des haines apparemment insurmontables. Les Allemands et les Français s'étaient battus dans 2 guerres mondiales dévastatrices en l'espace de 30 ans. Des millions étaient morts. Des villes entières avaient été détruites. La méfiance et l'amertume semblaient destinées à durer des générations. Mais des histoires comme celle de Georg montrent que même les divisions les plus profondes peuvent être surmontées. Pas facilement, pas rapidement, mais avec du temps, de la patience et la volonté de voir l'humanité dans l'autre. Même l'ennemi peut devenir un ami, un voisin, un membre de la famille. Georg Müller est mort en 1989, à l'âge de 67 ans.
Il a été enterré dans le cimetière du village, à côté de Pierre Rousseau. Sur sa tombe, l'inscription est simple. Georg Müller, 1922-1989, époux bien-aimé, père dévoué, ami fidèle. Rien ne mentionne qu'il était allemand, qu'il avait été soldat de la Wehrmacht, qu'il avait été prisonnier de guerre. Ces faits faisaient partie de son histoire, mais ils ne le définissaient pas. Ce qui le définissait, c'étaient les choix qu'il avait faits après la guerre. Le choix de travailler dur, de gagner le respect de ceux qui avaient toutes les raisons de le haïr. Le choix d'aimer Marie malgré les obstacles. Le choix de rester en France alors qu'il aurait pu rentrer en Allemagne. Le choix de construire plutôt que de détruire, de créer la paix plutôt que de perpétuer la guerre. Ses enfants et petits-enfants, français de naissance mais portant en eux l'héritage de leur grand-père allemand, représentent une génération qui a grandi sans les haines de la guerre. Pour eux, l'idée que la France et l'Allemagne étaient des ennemis mortels semble appartenir à une autre époque, presque incompréhensible. Et c'est peut-être là la vraie victoire de Georg Müller. Non pas d'avoir survécu à la guerre, non pas d'avoir trouvé l'amour, mais d'avoir contribué à sa petite échelle à briser le cycle de la haine, d'avoir prouvé qu'un soldat allemand et une famille française pouvaient non seulement coexister, mais prospérer ensemble. L'histoire de Georg nous rappelle que derrière les grands récits de la guerre, les batailles et les traités, les victoires et les défaites, il y a des millions d'histoires individuelles. Des histoires de gens ordinaires pris dans des circonstances extraordinaires, qui font des choix qui changent leur vie, et parfois le monde autour d'eux. Quand Georg tenait cet ordre de rapatriement dans ses mains en avril 1948, il avait le choix entre deux futurs. Rentrer en Allemagne signifiait retrouver sa mère, retourner dans son pays natal, peut-être reconstruire dans les ruines de Stuttgart. Rester en France signifiait l'inconnu, le risque, la possibilité d'être rejeté, mais aussi l'espoir d'une vie avec Marie, d'un foyer dans ce village de Bourgogne qui était devenu plus chez lui que Stuttgart ne l'avait jamais été. Il a choisi de rester. Et dans ce choix, il a trouvé non seulement le bonheur personnel, mais aussi une forme de rédemption. Il ne pouvait pas effacer sa participation à la guerre. Il ne pouvait pas ramener ceux qui étaient morts, mais il pouvait vivre une vie qui honorait leur mémoire en refusant de perpétuer la haine, en choisissant l'amour et la construction plutôt que l'amertume et la destruction. La ferme des Rousseaux existe toujours aujourd'hui, gérée maintenant par les petits-enfants de Georg et Marie. Si vous visitez ce village de Bourgogne, vous pouvez voir les champs que Georg a labourés, la grange qu'il a réparée, la maison où il a vécu et élevé sa famille. C'est un endroit paisible, ordinaire, où rien ne suggère l'histoire extraordinaire qui s'y est déroulée. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est un lieu de mémoire important, un rappel que même après les pires horreurs, la réconciliation est possible, que l'amour peut transcender les frontières et les haines, que les ennemis d'hier peuvent devenir la famille d'aujourd'hui. Georg Müller a refusé de quitter la France après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que tout ce qui l'attendait en Allemagne. Il avait trouvé un foyer, un amour, un but. Il avait trouvé une chance de transformer sa vie de soldat en vie de bâtisseur. Et dans cette transformation, il a contribué à transformer aussi les relations entre deux nations qui avaient été ennemies pendant si longtemps. Son histoire est un témoignage de l'extraordinaire capacité humaine à guérir, à pardonner et à construire quelque chose de beau, même sur les ruines de la guerre. C'est une histoire qui mérite d'être racontée, non pas pour glorifier la guerre ou minimiser ses horreurs, mais pour célébrer la paix et la réconciliation qui peuvent suivre si nous faisons les bons choix. Georg a fait le bon choix, et la France, en lui permettant de rester, a fait le bon choix aussi. Ensemble, ils ont écrit un chapitre de l'histoire qui montre que même les ennemis les plus acharnés peuvent devenir amis, que même les divisions les plus profondes peuvent être surmontées, et que l'amour et l'humanité peuvent triompher même des pires tragédies de l'histoire.